Closer, c'est un premier step. Il y a certaines personnes plus ambitieuses qui vont se rendre compte qu'il faut se mettre dans une position dans laquelle on devient un entrepreneur. En l'espace de 1 mois et demi, il a ramené 50K dans le business quasiment tout seul. Puis je me rends compte que je suis bon quelque part, sauf qu'aujourd'hui, ma valeur, elle est corrélée au temps que je passe. J'ai pris une sales team qui était bloquée à 30K et du coup sur janvier on est passé à 90K. On a fait un x3. Dis-toi que j'ai viré toute la sales team, il n'y a plus personne. C'est grave ce qui se passe en fait, tu vois, mec j'attire... En vrai j'attire des mecs et sans forcer, tu vois, c'est juste en étant moi-même. En vrai moi je trouve que c'est lourd, tu vois déjà de base je pense nous deux on n'est pas très réseau. Vas-y. Je pense nous deux on n'est pas très réseau. Ouais. Donc frère, si en plus de ça on doit jouer un rôle frère pour poster, C'est compliqué. franchement la flemme de jouer un rôle sur les réseaux alors que... Ouais, c'est relou de faire du contenu, mais de l'autre côté c'est un leverage de fou. Et en gros si tu arrives à faire du contenu authentique et qui reframe tes prospects sur leur croissance limitant pour qu'ils arrivent en appel avec toi, c'est une dinguerie. Ah oui, totalement. Donc, tu as vu quand tu mets ça là, casquette, Lox, c'est une dinguerie. Parce que tu leur apportes un certain impact que c'est difficile de voir sur le marché. Du coup, c'est lourd de prouver le contraire. Genre vraiment, mon truc depuis, entre guillemets, que je fais de l'argent, c'est de me pointer à des endroits où tout le monde est habillé en costard et de venir en hoodie. De venir en hoodie jean, tu vois. Vous avez oublié, on va vous rappeler. C'est ça la DA. Au cas où. Ouais, au cas où. Juste pour voir. Je me fais les locks quand même, tu vois. Mais oui. Mais, tu vois. Genre avec, vraiment, c'est... avec la casquette. En fait, quand t'arrives comme ça, c'est... Mais purée. Ce Renoir, c'est un guignol. Et quand tu commences à avoir la social proof mise en avant, ils commencent à comprendre que c'est sérieux derrière. Ou même, tu sais, des fois, juste je leur parle, tu vois. C'est des mecs, genre, dis-toi que je pense en sales physique, genre en mode, un mec que j'ai rencontré et qui était intéressé par quelque chose que je faisais, j'ai jamais raté un close. En direct? Ouais, on dirait que j'ai jamais raté un close. Genre, je pense que je suis à 100%. 120 si je pouvais avoir plus. Parce que sales direct, c'est un game. Sales direct, c'est un game, dans le sens où t'as vu le sales, pour moi, c'est un transfert d'énergie. En plus, on va en parler, tout ça, neurosciences, ces trucs deep. Voilà. Le sales, c'est un transfert d'énergie. Et quand t'es en direct et que t'as une véritable énergie, une véritable aura, parce que tu maîtrises ton craft et finalement, tu sais qui tu es, t'es en mesure d'impacter la personne et elle réalise l'expertise, la confiance, et elle est dans une où elle se dit, OK. Mais justement, tu sais, j'en parlais, je crois, même c'est à toi, je crois que j'en parlais encore la dernière fois. Tu sais, il y a le concept des hard skills et des soft skills. Ouais. Quand t'es en sales physique, en direct, t'es obligé de maîtriser les deux, tu vois. Alors que quand t'es entre guillemets en visio, juste entre guillemets en maîtrisant les hard skills, tu peux te permettre entre guillemets d'être moins intelligent émotionnellement, de faire moins de l'écoute active, parce que t'as un script, parce que t'as des frames, les gens sont pas habitués à ça. Ouais. Mais aujourd'hui, quand tu veux faire vraiment du sales, parce qu'en fait, moi, je veux que les closers éloignent ce mot closer, tu vois. Parce qu'en fait, on n'est pas juste des closers, on est des sales. 100%. Tu vois, donc et la majorité des closers purs, ils ont une casquette de princesse. Ils ont une casquette de princesse. Non, moi, je veux pas faire de setting. Ça me plaît pas. J'aime pas faire du setting, mais la réalité, c'est que quand t'as rien dans ton agenda ou que t'as un no-show et que tu utilises pas ce temps à profit pour pouvoir faire des activités qui ramènent du cash, tu fais une pas d'argent. Mais c'est pour ça que t'es pauvre. Attends, bon, viens reprendre l'ordre parce qu'on est parti un peu en cacahuète, les gars, c'est parti un peu en couille. On s'y remet. Ok, déjà, on se présente quand même, je pense. Let's go, c'est parti. On commence par toi, Big Man. Monsieur Loki. Qui es-tu, monsieur Loki? Présente-toi. Loki, je suis consultant sales. Voilà, j'ai 24 ans. Je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat online depuis 1 an et demi. Mais du coup, je suis sales depuis mes 18 ans. Ok. Et si on devait retenir une chose de la valeur que tu apportes aux gens, parce que finalement c'est une question d'impact, qu'est-ce qu'on devrait retenir de Loki et de l'impact qu'il apporte, que ce soit aux infopreneurs, aux sales team, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ma grosse valeur ajoutée, c'est que justement je suis pas de ce monde-là. Du coup, en fait, j'ai un regard beaucoup moins biaisé sur ce qui va être par exemple des techniques de vente, des manières de parler avec tes prospects. En fait, je vais avoir vraiment une vision beaucoup plus globale, entre guillemets, du sales. Et du coup, même une compréhension, par exemple, des offres et du marché qui va être beaucoup plus large que certains qui sont juste restés, entre guillemets, dans leur rôle d'ancien closer, par exemple. Insane.
Insane, bro. Grossièrement, moi, je pense que c'est ça ma force aujourd'hui. Alright. Et quand tu dis que t'es pas de ce monde, t'es de quel monde, toi? T'es un ovni? Non. Alors, presque. Presque. Pas loin. Pas loin. Non, mais objectivement, tu vois, je pense que ça se voit. Je suis pas quelqu'un qui a forcément les codes des infopreneurs. Je suis un mec du physique de base, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ma grosse force, justement, c'est que j'ai bouffé de la boue. Objectivement, se dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait des princesses. Ouais. Quand tu me dis que je peux juste rester chez moi, je prends des appels. En visio. Je suis là, je suis en slip t-shirt. Ouais. Je suis en slip t-shirt, j'ai juste une couette qui me cache. Ouais. Et que je peux récupérer du cash. Mais frérot, c'est du pain béni. Ouais. C'est moi la princesse quand ça m'arrive, ça, tu vois. C'est-à-dire quand t'as déjà bouffé, entre guillemets, de la boue. Ouais. Pour moi, ça, c'est du pain béni, tu vois. Alright. Donc, on a raison de taper sur les princesses qui veulent pas juste faire un peu de setting pour remplir leur agenda, tu vois. Ouais, t'as pas assez la dalle. T'as pas assez mangé de cailloux. Et tu vas pas manger. Tu vas pas manger. La réalité, c'est ça. Parce que, en fait, si tu regardes bien, pour moi, il y a deux types de closers. Il y a les closers princesses et il y a les closers, c'est des underdogs, bro. C'est des gens, ils vont aller te chercher le lead, ils vont aller te faire des follow-up, ils vont aller te faire des upsells et ils sont impliqués sur leur pipeline jusqu'à sortir le maximum de cash. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui tournent à 2-3K par mois et ceux qui sont à plus de 10K par mois, tu vois. Tu sais, justement, j'en parlais avec Antoine Contino de Strikers. Qui, pareil, il est très très bon. Et justement, il me parlait de l'importance du coup du taux de churn. Tu sais, parce que tu as énormément de. Je pense que tu as même dû le voir dans certaines de tes sales teams. Tu as énormément de personnes qui vont closer des deals, mais qui derrière, donc, soit se manger des refunds, soit derrière, ils arrivent jamais à upsell, soit les follow-up, bah, ils donnent pas grand chose. Parce que justement, le taux de churn, il est pas bon, la relation client, elle est pas bonne. Les gens prennent. En fait, c'est qu'ils voient trop le lead comme quelque chose de gratuit. Ouais, ok. Je sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. En gros, dans le sens de. Ils voient pas les dépenses publicitaires que ça demande de pouvoir générer une pipeline pleine. C'est ça. Ça m'est arrivé. Je fais juste une petite parenthèse. Tu vois, je suis dans une sales team avec Mohamed K sur l'e-commerce où il y a énormément de volume de leads. Et en fait, les closers, au bout d'un moment, ils étaient fatigués. C'était ouais, mais on a trop de leads. Alors que quand tu regardes bien, dans la majorité des sales teams, il n'y a pas assez de leads. Totalement. Et les closers se plaignent. Et là, c'était le contraire, c'était on se plaignait parce qu'il y avait trop de leads. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ça arrivait en call. Étant donné qu'on leur vend une boutique en upfront, une boutique en ligne, fait pour eux et tout, etc., en low ticket, ensuite on les upsell sur un high ticket. Ce qui se passait, c'est que les personnes qui arrivent en call, des fois ils n'ont pas leur boutique, etc. Ensuite on les envoie au service client, ça prend 2-3 jours et on règle le problème. Et dès qu'il y avait un mot du genre « Ah ouais mais moi j'ai pas eu ma boutique », le closer il baissait son énergie, il push back le prospect alors que ça close quand même quand il n'y a pas la boutique. Que des trucs comme ça. Et à la finalité c'est je mets un coup de mindset le matin et la journée on fait des ventes alors qu'on n'avait pas fait de vente pendant 3 jours. C'est quoi un peu que t'as fait Parle-nous un petit peu de toi. Bah justement toi, on a fait connaissance hyper récemment, ça a matché direct, mais t'es qui? 100%. Moi, c'est Anthony. Donc, pareil, 24 ans, on a le même âge. Donc, 2001. Je sais que ça t'a étonné quand je te l'ai dit. Je pensais que t'étais un ancien. Je pense que c'est la boule à zéro et la barbe. Tu m'as vu. Tu vois. Il avait l'air en ménage, les gars. C'est ça. Et ça aussi, les gars. Voilà. Ça aussi. Important, les gars. Une seule, pas deux. Une seule. Je vais vous chercher. Donc voilà. Tu vois, 24 ans, marié avec un enfant. Ça se passe très bien. Et moi, je trouve que c'est important. J'en parle parce que c'est important aujourd'hui d'avoir un cadre, une stabilité. Et d'être un père de famille responsable quand on a un enfant, par exemple, ou être un mari responsable, c'est important. Et je trouve que c'est une question de ne pas réussir uniquement dans le domaine professionnel, mais de réussir dans tous les domaines de la vie. C'est OK, tu fais du cash, mais comment ça se passe chez toi à la maison? Comment ça se passe dans ton foyer? Est-ce que tu es en capacité de pouvoir apporter cette valeur, cette énergie spéciale que quand tu rentres, ton fils il te court dans les bras, ou ta femme elle est contente de te recevoir à la maison, ou est-ce que tu n'es jamais là? Est-ce que tu n'es jamais présent, disponible mentalement parce que tu bosses trop? Parce que si tu bosses trop mais que tu n'es pas en capacité d'apporter de la valeur chez toi à la maison, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que en vrai quand tu as ce côté, on dirait, j'ai envie de dire stabilité, etc., ça te donne un second why. Ouais. Tu vois, t'as beaucoup de personnes qui, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat au début, ils se disent juste mais écoute, j'ai envie de faire 3000 €, j'ai envie de faire ça. Mais tu te rends compte que quand tu veux passer un vrai step, le fait d'avoir un vrai why, ça te débloque tellement mentalement. 100%. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, tous les efforts que tu fais, y a madame à la maison, tu sais que tu peux pas te choquer. En vrai, tu vois. Même quand t'as la flemme, même quand t'es pas bien, tu te dis, je peux pas te choquer,
je le fais pour ça, tu vois. 100%. Tu tournes la tête, il y a ton gosse. Ouais. Il me dit papa. Tu sais pourquoi tu le fais. Là, t'es en train de scroller, il dit papa. Et tu lèves la tête, tu dis purée, je vais me remettre au boulot. Ouais. Tu m'as posé une question tout à l'heure là par rapport justement à la valeur que tu apportes à tes clients. C'est quoi un peu toi ce qu'on doit retenir de chez toi? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il y a autant de personnes qui me parlent de toi? Ok. Bon, on va parler de toi aussi. Ça tombe bien. Tu sais quoi, bro? Moi, si on devait retrouver une seule chose de moi, c'est Anthony, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Ça commence par là. Et en fait, comment j'exerce ma foi, c'est tout simplement à travers toutes les activités que j'ai et l'impact que j'essaie d'apporter au quotidien à mes sales teams, à mes élèves et moi-même quand j'étais closer et autres. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai développé récemment un coaching qui aide les closers à devenir head of sales. Et pour moi, c'est ma manière d'exercer ma foi, c'est apporter de la valeur, apporter de l'impact, des compétences et des connaissances à des personnes qui va leur permettre de sortir d'une pression financière. Et finalement, quand tu sors d'une pression financière, qu'est-ce qui se passe? Tu as plus de temps pour les choses plus profondes, plus deep, les choses spirituelles, les choses d'épanouissement personnel ou de famille. Et du coup, si tu sors de la pression financière, tu n'es plus attaché à la com, à ton agenda, etc. Là, tu es en capacité de pouvoir tout simplement avoir un impact pour les autres. Et c'est justement le but de ma personal brand, le but de pourquoi je gère des sales teams, c'est apporter un impact, aider les gens à sortir de leur situation financière difficile pour être dans une position dans laquelle ils vont impacter derrière. Et leur transmettre mes compétences, ma foi, mes skills, pour que finalement ils puissent retourner cet impact aux gens et que toute la gloire retourne à Dieu. C'est comme ça que je le vois par rapport à ma foi. Et je l'ai découvert récemment, réellement. Et tu vois, quand j'ai fait ma brain, en gros, j'ai écrit les piliers de ma brain, j'ai mis la foi, la famille, le sport et le fait d'apporter de la valeur dans les sales teams, tout ce qui est dans la sales. Pourquoi ? Parce que je voulais vraiment que ce soit ça qui ressorte dans ce que je fais, parce que c'est mon identité concrètement. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Et à chaque fois que je démarre une activité, c'est pour impacter et apporter de la valeur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire dans les sales team, closer, etc. Mais grossièrement, demain, je le vois avec un impact beaucoup plus grand. On en parlera plus tard. Excellent. Franchement, c'est excellent. Tu sais, en plus, j'ai un ami qui s'appelle Kenny, que tu pourras aller voir si tu veux, qui lui, justement, c'est carrément son créneau. Il accompagne énormément les entrepreneurs chrétiens qui veulent se lancer, tu vois. Faut que tu me le branches. Je vais carrément te brancher. C'est quelque chose qui peut vraiment être énorme. Mais pareil, tu vois, en fait, tu vois, là, je trouve ça encore hyper intéressant parce que, encore une fois, t'as le why qui est au centre tu vois, d'un peu tout ce qu'on fait. 100%. Tu vois, moi par exemple... C'est quoi ton why? C'est quoi ton big why? Moi, mon big why, tu vois, je vais pas dire que j'ai eu une vie difficile, ni une vie facile, tu vois, on a tous eu chacun nos parcours. Mais aujourd'hui, mon big why, c'est ne manquer de rien. Faire en sorte que mes parents ne manquent de rien, mes sœurs, ma famille ne manque de rien. Et faire en sorte de plus avoir à me poser de questions, très grossièrement. Et derrière, bien sûr, c'est pouvoir construire quelque chose sur le long terme, donc avoir une famille. Ma plus grosse phobie, je pense, et c'est, je sais plus qui avait dit ça, ça m'a traumatisé, c'est imagine, mec, juste imagine, t'es là, t'es salarié, t'es salarié, t'as ta femme, t'as des enfants, vous avez la quarantaine. Ta femme va aller en vacances. Ouais. Tu reviens du boulot et tu lui dis mon patron il a dit non. Mon patron il a dit non. Ça fait mal au cœur, moi. J'ai envie de te dire les mots comme ça. Ça c'est ma phobie. Purée, ouais. En vrai, tu vois, il y a plein de petites choses qui me poussent aujourd'hui, j'ai envie de dire, à continuer, tu vois. Et il y a aussi le parallèle du fait que j'ai goûté aussi à l'autre côté, tu vois. J'ai été énormément salarié avant. Ok. T'étais dans quoi? Alors j'ai fait énormément de tafs différents, mec. Quand j'ai mangé des cailloux. Je suis passé du BAFA à cuisinier. Ensuite j'ai été animateur commercial. BAFA c'est animateur pour les enfants, les collèges et tout. En plus je détestais les gosses des gens. C'est impoli. Donc tu vois, après j'ai fait animateur commercial en magasin. Tu vois, j'ai animé des stands. J'ai fait animateur territorial au rugby. Parce que du coup j'ai eu une carrière aussi au rugby où j'avais plutôt un bon niveau. Ensuite j'ai travaillé en porte-à-porte, mec, pendant 1 an et demi. Et là j'ai eu ma carrière à SFR où là c'est vraiment un des tafs qui m'a vraiment j'ai envie de dire plu et formé entre guillemets, parce que j'ai vraiment eu
Mec, sache que j'ai un manager qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Visuellement. Je te jure. Ok. Et quand tu travaillais où? Je travaillais à SFR La Défense. On était dans le plus gros. Moi j'ai travaillé aussi. C'était le plus gros SFR. C'est le plus gros SFR de France, tout simplement. Et top vendeur? Big man. Qui d'autre? Mais c'est le mot. J'ai été l'un des plus jeunes managers de France chez SFR. Et voilà, grossièrement, c'est là où ça m'a vraiment fait comprendre que en vrai, c'était vraiment fait pour moi, le sales. Et sauf que je commençais à plus me sentir, entre guillemets, à ma place. Tu vois, tu vois, je pense que c'est un peu la même chose quand, entre guillemets, t'es closer et que tu te rends compte que t'as un peu un plafond de verre. 100%. Tu vois, là, je me rendais compte que justement, peu importe les efforts que je ferais, je pourrais pas vraiment... T'étais plafonné, en fait. Grind, tu vois. Ok. Et toi, tu mets le parallèle, en gros, tu ressentais le même niveau de plafond quand t'es devenu closer ou c'était différent? Comment toi, tu en fait, la seule différence, comme je t'ai dit, c'est que quand t'as mangé des cailloux, tout te paraît bien, tu vois, on va pas se mentir. Yeah. On parlera peut-être d'un peu plus de ton parcours juste après, mais en fait, je suis passé d'une vie où je voyais plus du tout mes potes à une vie où je peux les voir tout le temps en bossant depuis mon PC. Donc en fait, disons que les 4-5 premiers mois, je dirais que j'étais encore dans la béatitude, tu vois. En mode, tout était bien. Waouh, putain, les gars, je suis un entrepreneur. Alors qu'en vrai, non, t'es un freelance. C'est quoi, 3-4 premiers mois? Ouais, c'est ça, mais t'es un freelance. Non, t'es en freelance en réalité. Ouais, en vrai, de vrai. Donc, tu vois, j'étais trop heureux. Et après, c'est pareil, tu vois. Parce que je me rends compte que je suis bon quelque part. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ma valeur, elle est corrélée au temps que je passe. Ok. On est d'accord? Enfin, quand t'es closer, aujourd'hui, ton temps et ta valeur, c'est le temps que tu vas passer en appel. 100%. Ouais. Aujourd'hui, si tu fais pas 10 heures d'appel, tu feras pas d'argent. Ouais, 100%. Donc, et si tu fais pas de setting, tu feras pas d'argent non plus. Tu fais pas de setting, frérot. Ils veulent pas entendre. Hein. Ils veulent pas entendre. Va chercher tes leads, en fait. C'est 100%. Mais tu vois, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que mon temps, il était corrélé... Enfin, ma valeur était corrélée à mon temps. En fait, je me suis dit que je me retrouvais un peu dans la même situation. Ok. Donc, en fait, je répondais plus forcément à mon why qui était avoir aussi plus de liberté, pouvoir aider ma famille. Parce que impacter ta famille, être en mesure d'être présent. Exactement. Et de ne pas te faire refuser les vacances finalement. Par exemple. Parce que, tu vois, grossièrement, si tu regardes bien, là, c'est plus un patron qui te refuse les vacances, mais c'est plutôt ton agenda. Totalement. Ah ouais, tu vas fermer ton agenda? T'es sûr? Là, ton compte en banque qui te regarde comme ça. T'es sûr? Tu vas fermer ton agenda? Tu vas voir. Ton compte en banque, il te regarde comme ça. Le head of sales de la team, il te regarde comme ça. L'infopreneur, il te regarde 100%. Comme ça. Vas-y, reviens dans la team, mais t'auras un conditional routing, t'inquiète. Frère. En vrai, tu vois, alors, par contre, tu vois, j'adore mes closers. Hein, les closers avec qui je bosse, vraiment, je les kiffe et tout. Mais je sais que parfois, c'est pas facile. Tu vois, enfin... Après, ça dépend encore une fois de l'ambition de chacun. Tu vois, t'as des gens qui aspirent à plus, d'autres, ça leur va d'avoir cette routine-là, tu vois. 100%. J'ai un des closers avec qui je bosse, lui, il voit pas forcément plus loin, ça lui va très bien, tu vois. Peut-être que c'est quelque chose qui va être sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais pour moi, closer, c'est un premier step, tu vois. Je pense que chacun a son chemin et que, tu vois, il y a certaines personnes plus ambitieuses qui, au bout d'un moment, se rendent compte que closer, certes, comme tu le dis, c'est un premier step et qu'il faut se mettre dans une position dans laquelle on devient un entrepreneur. Parce que quand je regarde bien, t'es freelance, tu collectes plus de cash que la moyenne, on va dire, salariale, mais tu restes quand même attaché t'as beaucoup d'attaches, en fait. Et t'as beaucoup de restrictions qui t'empêchent de te déplacer ou qui t'empêchent de faire réellement ce que tu veux. Grossièrement, tu veux déménager à Bali, tu peux. Moi, j'ai bossé à Bali pendant 1 mois. Je suis resté avec mon associé, Kika, mon top closer Akram. J'étais avec Léo Gross, tu as rencontré, avec Kevin Gessler. On a fait des gros webis, on a collecté beaucoup de cash et tout. Mais bro, je dormais à 3 heures. Et certes, t'as vu, t'as beaucoup le temps le matin parce qu'il y a un gros décalage horaire, mais je dormais à 3 heures. Donc grossièrement, si tu veux vraiment performer sur des vraies offres high ticket, etc., par exemple comme toi, tu fais des offres à 50K, etc., et que tu veux vraiment être là, présent, et avoir un bon rythme de vie, c'est compliqué si tu veux aller à Bali. C'est hyper compliqué. En tant que closer, tu vois. Même quand j'ai commencé le challenge, j'étais au Maroc, tu vois. Donc connexion pas forcément dingue. Je prends 10 appels par jour. Et je profite plus forcément du fait que tu sois au Maroc. Tu vois. Est-ce que tu te rappelles d'une expérience où tu étais en vacances, par exemple, où tu étais dans une position où tu devais être chill, ou en tout cas profiter, mais t'as pas pu parce que tu closais? Absolument toutes les vacances que j'ai tenté de prendre. Et avant même qu'on parle là-dessus, je vais revenir sur un truc. Tu parlais du fait de passer de freelance à vrai entrepreneur. Alors, les gars...
je veux pas être méchant avec les gens, mais aujourd'hui, avec toutes les contraintes que tu as en tant qu'indépendant, si tu gagnes 3 000 euros, 4 000 euros, c'est encore hyper compliqué. Tu vois. Surtout en France, on est taxé, il y a des choses. Donc, si aujourd'hui tu fais si t'es closer pour uniquement viser 3, 4, 5 000 euros, frérot, t'as peut-être autant à prendre en prenant un taf de chargé d'affaires, par exemple. Tu vois, t'as de la sécurité, t'as une routine, t'as ton CDI. T'as ton CDI, tu vois. Tu peux lever de la dette. Mais si aujourd'hui, tu veux être si tu veux vraiment être un top closer et que tu veux devenir closer, moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est commence à penser comme un entrepreneur. Vois beaucoup plus loin que juste commencer à dépasser ton salaire de salarié, parce qu'en fait, t'as perdu. T'as perdu si tu fais juste 2005. Bah, t'as plus de sécurité sociale en plus. T'as plus de retraite. Frérot, c'est un risque qu'il faut prendre. Si tu fais pas... En plus, si t'es structuré en France, c'est encore une autre histoire. C'est ça, tu vois. Je vais peut-être être dur, mais en France, si tu fais pas au moins 10 000 balles de CA, hein, bien sûr, c'est hyper compliqué de vraiment être très bien en entrepreneuriat en payant toutes tes taxes, etc. Je pense qu'on est... C'est compliqué, moi je suis d'accord avec toi, dans le sens où, t'as vu, avant 10K, t'es dans une constante scarcity, bro. Tu dois acheter un truc, c'est en mode, j'achète ça ou ça? Est-ce que je peux le faire? J'achète ça ou ça? Je fais ça ou ça? Je prends le billet d'avion pour aller là-bas ou pas? Et en fait, t'es constamment dans ce scarcity-là, et c'est normal. Parce que si tu regardes bien, comme on en parlait, là on parle souvent à des personnes qui sont en France, etc. Être dans les meilleures conditions en France, être réglo, payer ses taxes, faire le nécessaire pour être carré, tout en gagnant moins de 10K, genre 5K, 6K, etc., c'est très compliqué. Parce que finalement, l'argent que tu perds avec toutes les taxes qui sont sur toi, l'argent que tu perds avec le coût de la vie aussi, parce que derrière, tu vois, tu as plusieurs manières de fonctionner. Si aujourd'hui tu veux être dans une position où tu as moins d'argent et tu vas dans un coût de la vie qui va te permettre d'être plus aligné et de faire du cash, ensuite d'aller dans un endroit plus compétitif, parce que, parenthèse, aller à Bali pour être tranquille, alors qu'il faut aller à Dubaï ou aux États-Unis pour être compétitif, pour vraiment avoir de la croissance, ça aussi c'est une petite prison dorée. Anyway, du coup, on est d'accord. On est d'accord. On avait parlé dès la première fois, on a parlé. On en a parlé. Ouais, on avait parlé de ça direct. Ah ouais? Mais je te disais que moi, c'est pour ça que j'irais pas forcément à Bali, tu vois. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le... Tu deviens soft. C'est le piège de pas mal d'entrepreneurs qui, au début, avaient pas mal d'ambition, tu vois. Alors que je te prends l'exemple de mes premiers 10K, justement, que c'était l'année dernière. Novembre, on arrive à Dubaï avec Aurélien. On arrive, on kiffe la vie, on a spend 4K à 3 pour prendre un petit appart genre à Business Bay. Donc déjà, tu vois, on a déjà dépensé 1K chacun, tu vois. Sachant que c'est nos premiers 10K. On a déjà dépensé 1K chacun. Avant de venir, j'achète un PC. J'ai déjà dépensé 2K. T'arrives sur Dubaï, t'as envie de faire un peu, de profiter un peu. Un minimum. Dis-toi que je suis passé 10 jours là-bas, j'ai dépensé 5-6K, tu vois. Je suis revenu sur les rotules. Waouh. Et à ce moment-là, tu sais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tu fais juste pas assez d'argent. Wow. Tu vois, genre, t'arrives... Là, t'étais full-time closer? Non, je commençais déjà à faire autre chose, mais je faisais encore du closing. Mais tu vois, grossièrement, la réflexion que je me suis faite, c'est que mec, aujourd'hui, si tu peux pas te permettre ça, t'es un peu un loser, tu vois. Peut-être que j'ai été dur sur le papier, parce que, en fait, quand t'es en France et que tu fais 10 000 balles, et que, bah, j'ai envie de dire, je pense que toi aussi, t'as encore des potes qui sont salariés, ou même des gens qui sont pas du tout dans le business. Ouais, 100%. T'es un peu le roi de tes potes, entre guillemets, tu vois. T'es un peu le king. Il y a personne autour de toi qui fait autant de cash. Et toi, tu te crois un peu pour le roi du monde sur tes premiers 10K, tu vois. Quand je suis revenu de Dubaï, j'étais humble. J'étais humble. J'arrive à une table, t'as Hans, t'as Market Dump, que des mecs plus chauds que moi à ce moment-là en plus. Je vois que sur le Revolut on bipera ça de Hans, t'as 200K qui sont coffrés là. Moi j'ai mes petits 2K qui me restent en compte. Frérot, tu deviens humble. Tu deviens humble de fou. Mais je pense que c'est important de se prendre une claque, tu vois. Ouais, c'est important. C'est important de se prendre une claque. Et je suis d'accord avec toi de fou. Maintenant, tu vois, moi, je l'ai pas nécessairement vécu en mode
je suis le chef de mes potes. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai essuyé plein de dettes. Quand j'ai commencé à faire du cash, j'ai essuyé plein de dettes. Moi, j'ai eu mon enfant entre-temps, etc. Et quand tu dis sur les rotules, manger des cailloux, etc., ça me connaît quand même pas mal. Justement, développe un peu. Ouais, je vais développer. Ouais. Et en fait, bro, tu vois, moi, j'ai commencé à... En gros, je closais dans une sales team. Au bout d'un moment, je commence à me dire, OK, ça peut être intéressant de faire autre chose. Parce que moi, je viens pas du closing de base ou du sales de base. À la base des bases, moi, je suis un gros débrouillard. Tu vois, gros débrouillard. Bon, j'ai eu 2 vies dans une vie, si ce n'est pas 3. On va pas aller dans les détails de tout ça. Néanmoins, j'ai eu une première vie, ensuite j'en ai eu une deuxième. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai commencé dans l'e-com, moi. Rien à voir avec le closing. J'ai commencé dans l'e-com parce que je commençais déjà à vendre des trucs en physique. C'est-à-dire, de base, je vendais des paires, etc. Je faisais du resell et tout. Et après le resell, j'ai mon cousin qui a lancé une marque. On a développé la marque, c'était une marque de vêtements. On a fait une pub avec Nasdaq. On a fait 60K en 24 heures. Incroyable. Et après la pub, en gros, le compte Stripe, il a sauté. Et du coup, les 60K qu'on a fait en 24 heures, on n'a pas pu les récupérer. À partir de là, je rencontre Mohamed K. La Je sais pas si tu ouais, t'avais si, déjà je vu. vois qui c'est. Donc je rencontre Mohamed K, je lui dis, enfin non, je le rencontre un peu plus tôt. Je lui dis, mon compte Stripe, il a sauté, et comment tu peux m'aider et tout. Là, il m'explique, voilà, c'est là que tu peux trouver toutes les informations, mais c'est mort, mon gars, tu vas pas les récupérer. Ah ouais? Ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe. De fil en aiguille, on construit la relation et tout. Et lui, il me parle de closing, parce qu'il a lancé un business de closing à un moment, et je commence à m'y intéresser. J'ai d'autres personnes qui me parlent de closing, mais je me lance pas tout de suite. Donc je commence avec, il y a un gars qui m'a martelé sur Instagram, peut-être que tu l'as vu, les sociétés de nettoyage. C'est lui qui disait le Renoir. Il disait... Mathieu? Je sais pas comment il s'appelle. Un Renoir? Un Renoir, le premier qui a fait ça en France. C'est sûr que tu l'as vu en 2022-2023. Oh putain, j'ai plus son nom, mais je vois totalement de qui tu parles. De qui je parle. De fou. Et lui, il disait, ouais, tu peux gagner 10 000 € par mois en nettoyant des canapés, nettoyant des voitures et tout. Moi, je dis, ah ouais, c'est quoi qu'il faut acheter? C'est un maxeur. T'as capté? Je dis, c'est quoi qu'il faut acheter? Il me dit, t'achètes ça, tu fais des ads et t'inquiète. Moi, j'ai dit non, moi, j'ai pas d'argent pour faire des ads. Ouais, tu es déjà en perte, là. Je vais commencer à en bouche à oreille. Je suis déjà en perte, tu vois, là. réflexe de tous les premiers entrepreneurs qui démarrent. Mais au passage, c'est un très mauvais réflexe. Parce qu'en réalité, quand tu regardes bien, bouche à oreille, sans développer, je sais pas moi, une stratégie de contenu ou des compétences en prospection, t'es mort. Tu vas mettre des flyers, les gens, ils veulent pas te partager. Tu perds même de la crédibilité, souvent, tu vois. Ah ouais? Bah ouais, parce que les gens... tu sais, en vrai, t'as une seule chance de faire une bonne impression sur, entre guillemets, ce que tu proposes, ou même que les gens te fassent confiance à ce niveau-là. On va pas se mentir, se dire, tu crames un peu... 100%. Et ce qui s'est passé, justement, c'est ça. J'achète les outils et tout. Je vais nettoyer chez mon pote. La chaise, elle était moins bien qu'avant mon passage. Et finalement, il me dit, la daronne, elle est pas contente, bro, mais tranquille, je t'achète un grec. Waouh! Il devait me payer 60 balles de masse. Waouh! Tu vois ou pas? Finalement, on a mangé le grec et tout. Et moi, je me suis rendu compte, purée, en vrai... Tu manges le grec, t'es comme ça. T'as capté? J'ai dit, je suis pas fait pour ça, frère. J'ai refait pareil chez ma belle-mère, j'ai éclaté son canapé. T'as flopé encore? J'ai dit, non, c'est mort, il y a des traces jaunes et tout sur le canapé. J'ai dit, c'est mort. À partir de là, je me dis, ok, je tape bêtement, méchamment. Là, je t'explique comment j'ai démarré le closing. Et là, je suis broke, je suis vraiment broke. Je peux même le dire une 4e fois, très broke. Dur. Je tape sur Internet comment générer des clients. Et du coup, j'écris ça, comme ça. Et là, je vois prospection. Alors, attends. En fait, ce qui me fait rire, c'est parce que j'imagine vraiment le mec devant son PC. Comment je peux devenir millionnaire, là? Sans faire d'effort. Genre tout de suite, ChatGPT. 100%. Et, ah ouais, j'ai vu des vidéos comme ça. Mais là, j'ai écrit comment trouver des clients. Et exactement, c'est ça le terme que j'ai écrit. Comment trouver des clients. Et là, je trouve quoi? Et je vois prospection. Je dis, c'est quoi ça? Je vois closing, je vois ceci, je vois cela. Et il y a un mec, il me hook avec sa vidéo sur YouTube, il me dit, t'as pas besoin de trouver des clients, t'as pas besoin de créer un produit, t'as pas besoin de créer un business, prends juste des appels et t'inquiète, tu peux gagner 500 € ou 1000 € en une vente. Je suis en mode, wesh. Ça fait... En fait, la première fois, ça fait flipper. T'as capté? J'ai attends, c'est ça? Non, moi, j'ai pas flippé. Moi, j'étais trop matrixé. J'avais déjà fait 60K en 24 heures, je les ai perdus. J'ai investi 13K dans Nasdaq. On est parti jusqu'à Perpignan, on lui a donné le cash dans les mains. Et on a attendu 1 mois parce qu'on voulait faire le truc pendant une date bien précise. C'est-à-dire que moi, croyance limitante, j'en avais pas. Mais j'avais juste pas d'argent. J'avais pas de croyance limitante. Et à partir de là,
Je cherche partout sur Insta, sur TikTok, je trouve personne qui peut me former en closing. Et là, je trouve un mec. À l'époque, c'était un truc de MLM, etc. Je sais pas si ça te parle, QB. Ouais, si. J'ai commencé là. J'ai commencé vraiment là, c'est ma première porte. Et en gros, moi, je savais pas c'était quoi. Et je vois le mec, il dit closing, tac, tu peux gagner de l'argent. J'envoie un message, je lui dis, hey, ça sert à rien de me raconter ta vie. J'ai compris c'est quoi le closing. C'est combien genre, je paye tout de suite, là. Genre là, j'ai tant dans les poches, je paye tout de suite. Il m'a dit, vas-y, c'est bon, je pense qu'il m'a closé en DM. Waouh. J'avais trop la dalle. T'es un de ces prospects cool. J'avais trop la dalle, frère. En fait, moi, quand je veux un truc, je fonce. Eh les gars, tous ceux qui veulent me DM comme ça, avec plaisir les gars. Avec plaisir. C'est le meilleur prospect. Parce qu'il est conscient, il sait qu'il a une douleur, etc. De fou, tu vois. en fait, c'est ça. Tu vois, moi j'ai dit, j'ai tout ce que j'ai, je le mets. Et là, je démarre comme ça. Et en gros, 1 ou 2 mois plus tard, je fais 13K en une semaine, c'est du MLM. C'est-à-dire que je prends 50% de tout ce que je fais et j'ai mis un tunnel de vente en place avec Kika et tout, etc. Et boum, on arrache. Après, on se dit, ouais, ça marche. Et un peu plus tard, on se rend compte que c'est pas ouf. Il y a des petits problèmes, etc. Donc là, on commence sur les personal brands, on commence à accompagner des infopreneurs, etc. Donc, on commence à accompagner des infopreneurs et là, je commence à faire du cash. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça s'est passé pendant 3 ans. Tu vois, et pendant 3 ans, il y a un coup, je vais faire 4K, un coup, je vais faire 0 pendant 2-3 mois, un coup, je vais faire 2K. Ouais. Un coup, je fais de la prospection, je vends des sites internet. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça mon quotidien. Ah ouais, donc toi aussi, t'as mangé du... Mais du coup, t'es vraiment un mec du business online quand même. Ouais. Ça fait combien de temps là que tu... Ça fait depuis 2021. Ok. Ouais. Donc là, ça fait bien 5 ans que t'es sur le marché et que tu tabasses là. Ouais, ça fait 5 ans que je grind, ouais. T'as eu le temps de bouffer des cailloux. En sales, 3 ans. 3 ans full-time. Ouais, en sales, 3 ans full-time. Ouais, full-time en sales, 3 ans. Ouais. Donc c'est un peu ça, mon parcours au browser. Mais c'était le grind. Mais du coup, tu vois, si on revient sur notre sujet dont on parlait juste avant, toi, pourquoi tu closes moins? Tu vois, on en a parlé sur Instagram, on a fait une vidéo, elle a bien marché d'ailleurs. Mais pourquoi maintenant tu closes moins? Qu'est-ce qui te pousse à faire autre chose? Bah, comme je t'ai dit, pour moi, t'as aussi ce concept un peu de prison dorée quand tu rentres dans le closing et que tu viens du monde physique. C'est qu'au début, ça paraît super simple parce que t'as mangé pierre, tu vois. Mais grossièrement, en vrai, quand tu veux aller plus loin, tu peux plus, ta valeur ne peut plus être corrélée à ton temps, tu vois. C'est la valeur que je peux apporter ne peut pas être corrélée à juste un appel d'1 heure, tu vois. C'est plus ce qui me plaît. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres manières de grind une fois que t'es passé par le closing. Parce que contrairement à ce que énormément de gens pensent, on sait pas juste vendre. Parce que on a mangé tellement de formations pour pouvoir les vendre qu'en fait, on a quasiment des bases un peu partout. Tu sais que je me suis retrouvé à avoir des bases en marketing, à savoir parler de tunnel de vente, etc. Juste parce que... Et même de là, par exemple, de stratégie de contenu, parce qu'en fait, j'ai juste bouffé ça pour pouvoir le vendre. 100%. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, je trouve qu'on a un œil plus global que énormément d'infopreneurs, contrairement à ce que énormément pensent, encore une fois. Donc quand t'es closer, en fait, t'as tellement de portes pour moi. Parce que pour moi, une fois que t'as appris à vendre, techniquement, tu sais que tu seras plus jamais pauvre. Mais techniquement, pour toi, en gros, si les closers, ils ont toute cette perspective, ils ont fait toutes ces choses, ils ont appris plein de choses dans différentes offres, pourquoi ils passent pas un cap? Tu penses c'est quoi le gap? Bah, en vrai, énormément. Dis-toi que pour moi, la grosse différence entre un closer qui fait 3000 balles et 10 000 balles, c'est le même cas de figure. C'est juste des gens qui ont des croyances limitantes, tu vois. Ou qui n'ont pas la même ambition. Tu vois, t'as aussi des gens pour qui c'est pas fait, tu vois. L'entrepreneuriat, des gens pour qui c'est pas fait. Même être top closer, c'est quelque chose... Il y a des gens qui sont pas faits pour ça, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec des gens. T'as des closers que tu peux chouchouter, tu peux tout leur donner sur un plateau d'argent. T'en as qui ont juste pas la dalle, tu vois. Ouais, 100%. Et aujourd'hui, moi, je sais que c'est dur un peu... de dire ça, tu vois, mais je pars du principe qu'en fait, tu peux pas sauver tout le monde. Tu vois, 100%. Tu peux pas sauver tout le monde. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les closers veulent rester, entre guillemets, à cette place-là, c'est souvent parce qu'ils ont des croyances limitantes. C'est des gens qui auront peut-être même du mal à vendre des offres qui sont à 10-15K parce que pour eux, c'est énorme. C'est énorme. Pour eux, c'est énorme. Ils investiront jamais autant sur eux déjà. Totalement. Tu vois, enfin... Malheureusement, pour moi, c'est ça un peu le blocage qui fait qu'ils pensent peut-être même pas à devenir head of sales ou même peut-être ouvrir quelque chose de leur côté. Ils sont énormément dans cette frame du je veux être closer, tu vois. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as décidé de faire justement pour sortir
de tout ça, de cette frame pour aller chercher plus? Bah, justement, mon premier truc, c'était du coup, devenir head of sales. Ok. Parce qu'en gros, comme je t'ai parlé un peu du coup de mon XP dans le sales physique, mais en gros, j'ai managé énormément de personnes sur, du coup, sur ma carrière de sales physique. Et du coup, par la suite, en fait, ça me semblait presque logique que je me dirige vers ça par la suite. Ok. Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé coacher, j'ai toujours aimé former, mettre en place des process, des stratégies, quelque chose qui me plaît, en fait. Ok. Et derrière, je sais qu'il y avait un plus gros levier et ça se rapprochait beaucoup plus de la vision que j'avais de l'entrepreneuriat. Ok. Tu vois, j'étais plus libre. Et même, en fait, tu te rends compte que tu as une vision beaucoup plus globale du business. Tu n'es plus cloîtré à un rôle. Ok. Donc aujourd'hui, si c'est quelque chose qui te plaît et que tu veux voir plus loin, parce que bien sûr, c'est quelque chose de dur, bah en fait, tu as quand même énormément de possibilités, tu vois, en tant que... 100%. Tu vois, donc, d'abord, je suis passé head-off. Et en gros, quand t'es closer et tu passes head-off, tu tournes à combien en closer? Tu fais combien en head-off pour voir un peu la différence entre les deux? Bah là, en fait, dis-toi qu'en tant que closer, j'étais à 5K, tu vois. Je faisais 5-6. 5-6, en vrai, parce que j'avoue, je me la butais pas. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de closers qui se disent « Ah, je dois faire 10K d'abord avant de devenir head-off. » Bah non, en fait, c'est une question de... en fait, honnêtement, tu peux, genre, si j'avais envie à ce moment-là, je pouvais faire 10K. Ouais. Tu vois, mais encore une fois, c'est une question de qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur la table et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier sur la table, tu vois. Ouais, 100%. Tu vois, parce que tu me parlais par exemple de quand tu avais été à Bali, que vous avez fait le gros challenge et que justement à ce moment-là, tu as fait rentrer énormément de cash. Mais qu'est-ce que tu as sacrifié derrière, tu vois. 100%. Donc en fait, il faut savoir aussi, c'est pour ça que je te dis que c'est pas fait pour tout le monde. T'as des périodes où moi ça me dérangeait pas de prendre full appel, je prends genre 10, des fois 12 par jour si je pouvais en gratter quelques-uns en setting. Ok. Et à ce moment-là, je faisais des grosses sommes. Dingue, ouais. Mais derrière, du coup, je devais sacrifier mon quotidien. Je voyais pas mes potes, je voyais pas ma famille. Tu vois, j'étais focus devant mon PC toute la journée. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut... En fait, il faut apprendre aussi à gérer son temps quand t'es closer, tu vois. 100%. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont full patate pendant, 2-3 mois. Okay. 2-3 mois et qui après, on va pas se mentir, bah, ils chutent et ils comprennent même pas pourquoi, tu vois. Okay. Ils ont accumulé de la fatigue, ils ont accumulé de la fatigue mentale, surtout. Ouais. Tu vois, parce qu'on se rend pas compte, tu parlais tout à l'heure là des valeurs spirituelles, des bienfaits que ça pouvait avoir, du coup, quand tu fais du closing. Ouais. Parce qu'en fait, tu prends tellement d'énergie des autres, parce qu'en fait quand t'es closer t'es presque t'es connecté à énormément de personnes. T'es connecté de fou et c'est quelque chose qui te bouffe aussi, tu vois. Si t'es pas aligné spirituellement avec ça, que t'arrives pas à extérioriser tout ça, que tu prends pas le temps, bah en fait tu comprendras même pas pourquoi tu down et 100%. Des fois, et même un dégoût parfois du closing, parce qu'en gros c'est toujours les mêmes frames. Moi j'ai une théorie, c'est quand t'arrives à un certain niveau, c'est toujours les mêmes... Tu sais régler toutes les objections. C'est toujours les mêmes frames. Et quand tu rentres dans un call, tu sais déjà que tu vas le closer. Et t'es en mode, bah vas-y, je sais comment ça va se passer. Je sais qu'à minute 37, il va me sortir telle objection. Dès que je rentre 2 minutes dans le call et que je lui pose la première question, je sais quelle objection qui va sortir. Et j'ai cette visibilité, en fait, et ça perd toute son excitation. De se dire, OK, là, j'arrive dans un call, ça va être difficile, je vais aller le closer, je vais grind. En fait, il n'y a plus réellement ce grind-là. Bon, chaque appel est différent, chaque appel est une guerre. Mais la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes objections. Tu sais que tu vas closer et c'est plus autant stimulant qu'au départ. Bah, pour le coup, je suis grave d'accord. En fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu dans le... On va dire dans le... Comment dire ça? Ça tournait, tu vois. Genre, grossièrement, j'étais toujours dans la même boucle. Je me lève le matin... Je mets ma couette, j'enfile mon débardeur mon t-shirt et j'étais sur mon canapé, tu vois. Ouais. Je closais comme ça. Toi, je closais comme ça. Ouais. Oh purée, moi j'arrive pas à me mettre dans une position où je suis trop. Mais gros, je suis détendu. Sous couette. Mais gros, j'étais détendu. Sous couette, boum, 10K. Sous couette, tu vois. Closing à 50K sous couette aussi. Non, là, j'ai pas abusé du bail. Ouais. Là, j'ai pas abusé. Là, j'ai grandi, ça y est. Mais tu vois, c'est... En fait, ouais, tu tombes facilement en fait, dans une boucle. Surtout, comme tu dis, si tu prends pas plaisir à faire ce que tu fais, t'as plus autant cette excitation, c'est plus aussi stimulant, c'est que c'est peut-être le moment de voir autre chose. Alors, je dis pas forcément de quitter le taf de closer, mais peut-être de voir plus loin, ou de voir autre chose. Peut-être d'essayer de closer sur des challenges, ou peut-être changer d'offre. Ou même prendre le temps pour toi et essayer de comprendre pourquoi t'es mauvais, tu vois, en ce moment, tu vois. 100%. Parce que t'as énormément de closers qui
qui viennent te voir, je suppose même que ça t'est arrivé plusieurs fois. Genre, t'as plein de clients qui viennent te voir en mode ouais, je comprends pas pourquoi mes résultats baissent. Alors que c'est des mecs qui ont fait le taf pendant 2-3 mois et qui ont juste arrêté de faire le taf, tu vois. Ils ont arrêté de réécouter leur appel, ils ont arrêté de faire leur appel de setting parce que maintenant ils se pensent bons et qu'ils méritent les calls. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui en fait t'auto-sabotent sur le long terme et en fait la plupart des closers ne voient pas que c'est tout ça qui crée en fait le manque de performance. Exactement, il y a Cole Gordon, il dit qu'il y a un grand 3. Le grand 3, c'est ça, soit les choses, pourquoi l'équipe il baisse, il y a 3 grandes choses. C'est soit les choses, elles sont pas faites. Donc, par exemple, il y a des leads à rappeler, ils sont pas rappelés. Il y a un message de follow-up à faire avant le call. Par exemple, le call, il est à 10h. Tu sais que tu te connectes le matin sur ton WhatsApp à 8h. Salut, le rendez-vous, c'est à telle heure. Tiens, le lien du rendez-vous, c'est pas fait. Tu vois, des petites choses qui sont pas faites. Soit c'est pas fait tout le temps. Donc, ça veut dire des fois c'est fait, des fois c'est pas fait. Totalement. Ou soit c'est fait, mais c'est pas fait correctement. Ça veut dire que, en gros, c'est fait tout le temps, mais c'est pas fait correctement avec le bon process et la bonne stratégie. Et du coup, ça fait que t'as pas les résultats que tu devrais avoir réellement, tu vois. Totalement. Et le grand 3. Et justement, je pense qu'on pourra apporter un peu plus de valeur aussi après sur les sales teams et tout. J'aimerais bien que tu nous partages aussi l'aspect, on va dire, financier et l'aspect concrètement ce que tu fais et comment est-ce que ça te plaît ou pas. Actuellement, ce que je fais Ouais. Bah, actuellement, en gros, moi, mon créneau, c'est que j'accompagne les solopreneurs, donc des gens qui vont avoir de l'acquisition, mais qui savent pas convertir leur offre. Parce qu'en fait, les 3/4 des gens, en fait, quand ils veulent lancer un produit, une offre, ils apprennent tout sur le marketing. Parce que les gens ont l'impression que la vente, c'est quelque chose qui s'apprend uniquement juste comme ça, tu vois. Et après, ils se rendent compte qu'il y a un plafond de verre parce qu'ils sont juste mauvais en vente. Tu vois, je te prends l'exemple vraiment d'un de mes meilleurs potes, Aurélien, un mec que vous voyez souvent même sur mes vidéos pour ceux qui me connaissent. Bah, Aurélien, il a toujours réussi à avoir de l'acquisition. Genre, dis-toi que ça n'a pas changé, entre guillemets, depuis début d'été à maintenant. Et la seule différence entre l'Aurélien qui était bloqué à 3K et l'Aurélien maintenant qui a son agence de clipping, qui bosse avec Brix, qui fait vraiment des sommes, c'est juste qu'il a appris à vendre. Et du coup, là, je me suis dit, bah, en fait, il y a trop de mecs dans ce cas-là, tu vois. T'as même énormément de... On va revenir après sur les sales teams, mais du coup, en fait, t'as énormément de mecs pareils qui viennent avec une offre et qui se disent, mais en fait, je sais pas vendre, faut que j'ai une sales team. Ouais, c'est faux. Mais aujourd'hui, si tu sais pas vendre ton offre... C'est faux. Je pense que t'en as eu tellement. Est-ce que tu peux partage-moi? C'est totalement faux. Ça m'énerve. En fait, pourquoi c'est faux? Parce que si toi, t'arrives pas à vendre ton offre, et que tu l'as même pas validé, pourquoi il y a quelqu'un qui va réussir à la vendre derrière? Tu vas le payer combien? Parce qu'en réalité, il fait le business à ta place. Bah en fait, c'est ça. Soit il bosse... En fait, c'est que genre aujourd'hui, surtout que sur le marché dans lequel on est actuellement, on est basé énormément sur la confiance. Ça veut dire que juste le fait d'être toi, l'image entre guillemets de ce que tu vends, ça vend plus facilement. Donc si toi-même t'arrives pas à vendre, comment un mec qui n'a pas ta conviction, qui n'a pas toute la préparation, il ne connaît même pas toute la valeur 100%. Que t'as apporté, parce que souvent c'est des mecs qui arrivent avec rien, ils viennent avec sur cette mesure, ils viennent avec la bite et le couteau et te disent juste mets-moi un closer. 100%. En plus ces mecs-là, ils ont pas d'onboarding, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça, ils ont pas d'onboarding, ils ont pas de process, ils ont rien. Et le mec, il arrive dans la sales team, il lui dit fais le meilleur taux de conversion possible. Aucun objectif, rien du tout. Tu vois, en fait, c'est que les gens se rendent pas compte que en fait, il y a énormément de choses à prendre en compte quand tu dois justement closer. Genre, pour moi aussi, la grosse impression que j'ai, c'est que énormément d'infopreneurs, même de solopreneurs, pensent que le sales, c'est quelque chose de facile, alors que c'est quelque chose qui peut être hyper désagréable si t'es pas habitué, tu vois. 100%. Genre, en fait, tu dois... C'est pour ça qu'ils veulent le déléguer en réalité. Ouais, c'est ça, en fait, c'est des peurs. Mais tu vois, tu dois connaître les patterns de tes clients, tu dois savoir si ton offre est validée, comme tu disais, tu vois. Tu dois connaître les objections de tes clients, connaître leurs peurs, savoir est-ce que ton offre est fit vraiment, est-ce que t'apportes vraiment des résultats, est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir transmettre à un closer par la suite. Si toi-même t'es mauvais, frérot, tu vas faire comment? Tu vois, genre, tu fais pas d'argent maintenant et tu t'en feras pas après, tu vois. 100%. En plus, quand tu démarres ton activité, toi, je sais pas, toi, tu travailles avec des infopreneurs qui sont ils tournent à combien par mois en général? Bah là, moi, comme je t'ai dit, je suis essentiellement avec les solopreneurs, mais du coup, j'ai un infopreneur avec qui je bosse tout le temps. Non, là, je te parle vraiment des gens que tu coaches sur ton offre perso. Ah oui, en fait, c'est des mecs qui sont bloqués entre 5 et 30-35K. Donc, en gros, moi, je les aide à débloquer ce palier-là. Donc, généralement, ils sont bloqués entre 5 et 10. Et moi, je les amène à 30, 35, ça peut aller jusqu'à 40. En gros, une fois que j'estime que le nombre
de lead et que les process en place sont assez convaincants pour pouvoir accueillir une sales team, on passe à l'étape suivante. Et là, tu peux les gérer en sales team. Bah là, en fait, ce que je fais, c'est un closer qui va prendre petit à petit des appels. Donc, le fondateur, il va continuer à se train, on va former le closer en même temps. Et une fois qu'on voit que c'est assez rodé, bah, on délègue totalement et puis il peut là se concentrer sur sa zone de génie, tu vois. Excellent. Ouais, du coup, pour moi, il y a cet aspect aussi de quand tu démarres ton activité, les actions à plus fort ROI, bah, c'est tout simplement le closing. Le closing, le setting. Ça veut dire que si t'es pas... Enfin, closing, setting, mais forcément, il faut que ça vienne de quelque part, donc l'acquisition. Donc, si t'es pas en train de faire du contenu, ou t'es pas en train de tourner une VSL, ou que t'es pas en train de setter ou de closer, qu'est-ce que tu fais réellement dans ta boîte? Parce que la delivery, ok, mais tu vas pas arrêter ton business parce que tu es en train de délivrer. Totalement. C'est une question d'organisation. Et en réalité, quand tu démarres, tu vas pas avoir 100 calls dans la semaine. Donc en réalité, tu peux t'organiser pour être en mesure de gérer tes calls de coaching, je sais pas, tout sur le même jour. Totalement. Ou de prendre 2 jours dans la semaine, c'est que du coaching. Je sais pas, tu prends 10 élèves, 10 heures de call de coaching sur 2 jours, ça fait 20 heures. Le reste du temps, il te reste peut-être 40 heures où tu peux passer des calls de closing. Tu peux te former, tu peux passer des calls de closing, tu peux faire du setting, tu peux faire de la prospection. Enfin, t'as tellement de leviers différents. Ouais. Et en fait, c'est juste que les gens ont la flemme. Ouais, ils ont la flemme. En vrai, ils ont la flemme, tu vois. Ils ont la flemme. Complètement. Il n'y a pas d'autre... Il y a pas midi à 14, ils ont la flemme, tu vois. Ils ont la flemme, t'as juste pas la dalle. Ouais. Tu vois, donc, en fait, moi, mon créneau, il est là. Et parce que... Tu sais, en plus, j'entendais qui en parlait. En fait, tous les mecs successful, ils en parlent. C'est qu'aujourd'hui, la compétence qui fait qu'un entrepreneur fait de l'argent ou pas, c'est que le mec sait vendre. Ouais. Aujourd'hui, si t'es un entrepreneur et que tu sais pas vendre ton offre, bah mec, tu resteras pauvre, tu vois. Tu vas être broke. Ouais. Franchement, c'est ça. On parlait justement des sales teams, mais moi, ça m'intéresse un peu de savoir un peu comment justement tu fonctionnes avec tes sales teams aujourd'hui. Qu'est-ce que tu mets en place pour qu'ils performent. Enfin, j'ai pas envie que tu nous spoil tout, sinon ils vont gratter les infos. Parce que tu m'as dit que tu tournais à 5K, on va dire, en tant que closer, tu es devenu head of. C'est quoi les résultats que tu as réussi à obtenir? Et en gros, tu as réussi à... En gros, est-ce que c'était difficile d'avoir des missions et justement de les aider à se développer? Ok. Alors moi, pour ma part à moi, au niveau de mon expérience de head of, j'ai envie de dire que j'ai un peu eu de la chance, oui et non. Parce qu'en vrai, je trouve que dans le marché francophone, tout se sait assez vite. Si t'es bon, ça passe. Si t'es pas bon, ça passe pas, tu vois. 100%. Mais grossièrement, j'ai eu la chance de pouvoir être mis en relation avec du coup Valentin, qui est mon client principal en tant qu'head of. Et en gros, j'ai pris une sales team qui était bloquée à 30K. Et du coup, sur janvier, on est passé à 90K. Deep. Donc on a fait un x3. Okay, dis-toi que j'ai viré toute la sales team. Il n'y a plus personne. C'est généralement ça. Il n'y a plus personne de leur équipe. Généralement ça. Il n'y a plus les setters. Il n'y a même plus l'associé de Valentin. Ah ouais? Je te jure. Ah ouais. T'es deep, toi. J'étais deep. Ok. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris le problème à la source. Si tu délivres pas, tu sors. Tu délivres, tu restes. Voilà. Bonjour, est-ce que tu me permets de gagner de l'argent ou pas? Mais grossièrement, donc au début, j'étais pas sur des mois qui Attends. Ça va aider mes élèves. Est-ce que tu peux leur redire c'est quoi des standards d'une boîte qui fait un x3 en l'espace de 1 mois? C'est 1 mois. Hein. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Parce que, tu vois, moi, je coach des closers à devenir head of. Et souvent, c'est ouais, mais il a du potentiel, ce closer. Il faut que je le garde parce que, etc. Est-ce que tu peux répéter les standards, s'il te plaît, pour vraiment les aider à réaliser le fait qu'aujourd'hui, si tu veux performer, il faut que tu sois avec des top performers. Une pomme pourrie dans ton panier, pour répondre à la question sur le closer, oui, qui a du potentiel, une pomme pourrie dans ton panier bouffera les autres. Donc aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui prend de la place pour pas grand-chose, c'est potentiellement une pomme pourrie. Donc c'est quelque chose qui te fera perdre de l'argent à un moment ou à un autre. Ouais. Si tu as l'impression que tu perds pas de l'argent pour l'instant, tu vas finir par en perdre. Les piliers d'une boîte, d'un infopreneur qui va faire un x3 avec son head-off, c'est le fait d'avoir une team qui est performante, des KPIs qui sont solides, savoir faire le tri, savoir éviter l'affect. Alors quand je dis éviter l'affect, ça veut pas dire que tu ne dois pas être proche de tes closers. Mais tu dois savoir prendre des décisions qui peuvent être difficiles. En fait, la grosse vitesse la grosse force de quelqu'un qui fait un x3, c'est la vitesse d'exécution. 100%. Aujourd'hui, c'est d'aller vite. Il y a une pomme pourrie dans le panier, il sort, je change. Je forme.
Je fais l'onboarding, ça me prend moins d'une semaine. Le mec, il a une plateforme limite une plateforme de formation 100%. Pour lui. Faut qu'il soit prêt. Ouais. Le mec, je le mets dans les bonnes conditions et derrière, on change. Ouais. En fait, vraiment, la grosse force, ça va être la vitesse d'exécution. À quel moment tu vas voir qu'il y a un problème Ok, sur quel aspect tu penses que tu as vraiment de l'impact Qu'est-ce qui est prioritaire, tu vois Est-ce que c'est changer les process Est-ce que c'est améliorer le tunnel Parce qu'en fait, les gens pensent qu'on a uniquement un rôle de coach. Mais en fait, on fait partie de l'entièreté du business. Merci pour cette vérité. On fait partie de l'entièreté du business. De la page d'opt-in à la page de réservation, on est là. Ouais, 100%. On doit faire... En fait, c'est ça. C'est dès qu'il y a une opt-in, ta responsabilité, elle commence. On commence là. Ouais. Donc, en fait, contrairement à ce que les gens pensent, c'est beaucoup plus complexe, entre guillemets, que de coacher des closers, coacher les setters. C'est ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a un autre taf. Donc, les gros points, c'est les KPI, la vitesse d'exécution et le professionnalisme. 100%. Comment tu traites tes leads. Comment tu traites les leads qu'on t'a envoyés. Parce qu'aujourd'hui, les gens mettent un budget... fou dans les ads. Si aujourd'hui tu n'as pas la décence de respecter le travail de l'équipe de marketing, tu sors. Ouais. Tu vois pour moi, les gros piliers qui ont fait que on a rapidement fait x3, c'est que j'ai été dur. On a été sharp, on a fait vite, on a été rapide sur les prises de décision, on a vite mis des process en place, j'ai vite eu une vision globale en fait du business, et d'ailleurs ça m'a permis de faire quoi ? Ça m'a permis de faire des scripts avec le bon avatar. Ouais. Donc j'ai pu coacher les closers pour qu'ils se détachent également du script, tu vois, donc parce qu'en fait j'ai pris des closers aussi qui n'étaient pas forcément hyper expérimentés au début, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas forcément de proof. Forcément, le pôle il tourne à 30K. Un bon closer expérimenté, il tourne à 5K, c'est-à-dire il doit collecter déjà 50K minimum tout seul, en sachant que le pôle pour l'instant il tourne à 30K. Exactement. Il arrive là et se dit mais en réalité je vais faire combien ici ? J'ai pas envie. Totalement. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, tu disais qu'il faut s'entourer de top closers. Ça veut pas dire qu'il faut forcément chercher à aller récupérer les A-players de tout le monde. Ouais, dans tous les cas, les A-players, ils sont déjà placés. Ils sont déjà en train de bosser. Et du coup, si tu veux récupérer un A-player, tu dois le dénicher. Tu dois le dénicher. Ça revient sur ton créneau à toi. C'est que réfléchis comme ça. Est-ce que les infopreneurs, ils veulent des bons ou des mauvais closers, ou les solopreneurs ? Ils veulent des bons closers. Mais forcément, les bons closers, ils sont placés, ils font du cash, ils tournent à 5K par mois. Mais toi, aujourd'hui, tu tournes à 10K, 20K. Pourquoi il va venir chez toi ? Pour collecter 2000 €. Tu vas lui faire chier. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, tu vas être derrière lui. Ouais, mes leads. Mais non, pas tes leads. Mais t'es qui, toi ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc ouais, je t'ai coupé. Non, mais et puis pour... Putain, j'ai oublié ce que je disais. Tu disais, en gros... par rapport il y a les grands trois, la vitesse, l'exécution, les décisions difficiles. Et ensuite, tu avais basculé sur... Pourquoi j'ai parlé de ça ? Attends, je vais te dire. Avec, ça m'a troublé. Attends. Je disais en gros, avoir des top closers, ça sert à rien d'aller chercher des top closers d'abord. En gros, surtout quand je pense que toi, tu as pu faire l'expérience même avec les head-off que tu coaches en ce moment. Ouais. Souvent, le premier réflexe quand t'as pas vraiment l'expérience en tant que manager, en tant que head-off, mais en fait, c'est de vouloir aller chercher des mecs qui sont déjà très très bons. Ouais. De un, c'est des mecs qui vont potentiellement arriver dans ta sales team en mode mercenaire. Ouais. Ils vont juste regarder s'ils peuvent remplir leur agenda vite fait et ils vont pas s'impliquer dans la sales team. Ouais. Donc, c'est potentiellement une pomme pourrie à en devenir. Ouais. Et encore une fois, t'as plus d'intérêt à aller prendre un mec, j'ai envie de dire moyen, mais qui est très coachable, qui a énormément la dalle et qui a du temps. Qui a énormément la dalle et qui a envie de le faire, tu vois. Et t'en feras ton propre player et ce sera même un tueur, tu vois. 100%. Ce sera un tueur, le mec. 100%. En gros, dis-toi que j'ai pris un mec, justement, quand j'ai démarré avec Valentin, un mec qui avait jamais fait de closing. Rien du tout. Ouais. Il est même, jusqu'à maintenant, l'infoprenariat en ligne, il comprend rien du tout. Ouais. Il est vraiment arrivé comme moi dans le milieu. Okay. C'est pas un mec comme ça, il est là, oh, bon. Je peux faire juste école. Et au bout d'un mois, il faisait déjà ses 3000 €, tu vois. Juste parce que comme tu disais, il a la dalle, tu vois. Ouais, t'as des gens comme ça, en plus tu me disais que toi aussi t'avais eu des gars comme ça dans tes équipes. Ouais, je t'en parlais. Ouais. Mais justement, toi, comment tu fonctionnes pour venir là-dessus avec tes équipes Ouais, 100%. En fait, moi déjà, dans un premier temps, pour moi, il y a le rôle de head-off, le rôle de sales manager ou VP ou tout ce que tu veux.
Ça veut juste dire que tu as la responsabilité de produire du cash dans l'entreprise et de t'occuper correctement des ressources qui sont à ta disposition. Donc, les leads qui opt-in, etc. À partir de là, déjà, c'est clair. C'est quoi un head of, c'est quoi un sales manager? Oui, il y a des différences, il y a des spécificités, mais sache que la responsabilité première que tu dois surveiller, c'est est-ce qu'on produit du cash ou pas? Tu vois? Et du coup, de t'assurer qu'il n'y a pas de déperdition pour qu'on aille produire du cash. Donc moi, c'est ma vision, c'est ce que j'enseigne, c'est déjà de comprendre le business dans sa globalité et ses KPI. Donc, dès les ads jusqu'au closing, même au resell, upsell et tout ce qui se passe après. Donc, moi, ce que je fais en général quand je débute avec un infopreneur, c'est que je fais un audit. Je fais un gros audit sur, déjà, est-ce qu'il y a de la clarté dans son acquisition? Est-ce que si moi, je regarde en externe, en allant sur la bibliothèque publicitaire ou sur son compte, YouTube, Instagram, etc., est-ce que je comprends c'est qui son ICP? Est-ce que je comprends qu'est-ce qu'il target, qu'est-ce qu'il vend, pourquoi il le vend, quels sont les résultats qu'il a apportés, est-ce qu'il a de la social proof? Première chose. Si ça, là, déjà, c'est pas en place, c'est déjà une des premières raisons pour lesquelles le gars, il fait pas de cash. Tu vois, par exemple, j'ai un élève qui a récupéré un pôle, ça s'adressait au coach sportif, mais la problématique, c'est que sur la publicité, on s'adresse au coach. Dans la VSL, on s'adresse au coach en leur disant on peut vous aider à apprendre finalement comment créer votre business. Dans la VSL, on leur dit qu'ils vont gagner de l'argent. Et ensuite, le lead magnet, ça parle aux gens qui veulent perdre du poids. What? C'était une dinguerie. Il a essayé de mettre 3 stratégies ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, je suis là, je me dis, mais ok, mais c'est déjà ça le problème, le premier problème. Tu vas faire une ads, tu l'envoies dans un endroit, il comprend pas où il est, bah oui. et forcément, il repart. Donc, il y a moins d'opt-in, moins de ceci, moins de cela, et derrière, ça close pas, c'est normal. Donc, en gros, grossièrement, moi, je vais déjà regarder ça sur la partie marketing. Parce que finalement, s'il n'y a pas de marketing, s'il n'y a pas de poumon, il n'y a pas d'entreprise. Totalement. Tu vois? Donc, le premier point, c'est le marketing. Et c'est une des choses que tu disais tout à l'heure. Le plus important, c'est pas nécessairement la sales team dès le départ, c'est d'abord le marketing. Mais bien souvent, ce qui se passe au niveau des infopreneurs, c'est qu'ils sont bons en marketing, mais que leur sales team, elle est pourrie. Et là, c'est un autre cas. Donc, quand on a regardé l'analyse approfondie du tunnel, etc., on passe directement sur qu'est-ce qui se passe depuis l'opt-in en fonction du tunnel. Donc, si c'est un Webby, l'opt-in, c'est une inscription. Si c'est une VSL, l'opt-in, c'est laisser les coordonnées pour un formulaire, ainsi de suite. Donc, tu regardes déjà quel type de tunnel de vente t'as et tu essayes de comprendre les déperditions. C'est bête et méchant. C'est OK. Du moment où il y a la première interaction demandée, combien il y a eu de leads, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au bout? Tu vois. Et ensuite, tu regardes jusqu'au bout, jusqu'au closing, combien il y a de déperditions. Et à partir de là, tu cibles quel est le levier que tu vas actionner pour aller faire un x3 immédiatement. Parce que techniquement, si en gros, j'ai développé un outil en plus par rapport à ça. Un lourd. Excellent. Tu mets les informations dans l'outil et tu te rends compte immédiatement, OK, tu as un lead to booking. Donc, à chaque fois que tu as un lead, il y a tant de % de personnes qui bookent un rendez-vous. Donc, si ton lead to booking il est inférieur à 10%, 15%, si tu es sur de l'ADS, tu sais que déjà, c'est mauvais. Donc, augmente-le au standard du marché, en sachant que les standards du marché, finalement, c'est gaze. Oui. Parce que c'est la moyenne des gens moyens. Oui. Plus les gens nuls. Plus les gens nuls qu'il faut une moyenne. Donc, augmente déjà au standard du marché. Genre 10, 15% de lead to booking. Allez. Si tu es en dessous, sache que tu perds déjà beaucoup d'argent. Je te donne un exemple bête. Tu as 1000 leads. Tu as un taux de lead to booking de 5%, c'est-à-dire que tu as 50 rendez-vous. Mais en réalité, avec la moyenne du marché, qui est médiocre, tu devrais en avoir 150. Ouais. Bête. Normalement. Du coup, à partir de là, rien que ça, là, régler ce problème-là, ça te rapporte x2 sur l'argent. À la suite de ça, quand tu regardes au niveau du closing des KPI sales, tu peux voir directement le show-up, le cash collecté et concrètement la rapidité à laquelle on arrive à closer les deals. Tu vois, est-ce qu'on est en mode R1, R2 alors qu'on n'est même pas en B2B et que c'est juste de la peur? Voilà. Ou t'es juste pas... T'es pas aguerri. T'es juste pas... Tu vois. Encore, tu me dis, on est dans un truc B2B, il y a des associés, il y a tout ça. Vas-y, on fait un R1, Bien R2. sûr. Mais il y a des process en R1, R2 dans du B2C browser. Comment? Tu vois? Et c'est long. C'est long. Tu vois, on est sur du one call close. Donc, on va regarder ça. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est vraiment analyser. En gros, les data, elles me donnent la direction et le qualitatif. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que les closers ils disent dans l'école. Ça, c'est drôle quand tu récupères une sales team.
T'en as, c'est des caissiers. Hein. C'est des caissières. Ouais, c'est des caissiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que les closers ils disent dans l'école? Qu'est-ce que les setters ils disent dans l'école? Si c'est enregistré, parce que c'est pas toujours enregistré. Ainsi de suite. Et à la finalité, tu arrives à donner du sens finalement au KPI que tu as observé et tu es en mesure de définir la meilleure stratégie pour aller de l'avant. Et c'est ça qui m'a permis d'amener des sales teams de x10. Carrément, j'ai fait un x5 plutôt, pas un x10, un x5 avec un infopreneur en 1 mois et demi. Énorme. Et justement avec un mercenaire. Le gars, je l'ai récupéré à 10K. Un des problématiques des gens que toi tu gères. Ouais. C'est j'ai envie de déléguer, j'ai pas le temps. Mais lui, c'est vrai qu'il avait vraiment beaucoup de choses à gérer. Il était multi-entrepreneur, etc. Et c'était pas sa source de revenus la plus importante. En fait, pour moi, c'est OK si c'est quelque chose, si en fait c'est quand même quelque chose que tu maîtrises. Ouais. Tu vois, si t'es quelqu'un qui est multi-entrepreneur, comme tu dis, t'as déjà eu des offres, tu sais comment ça fonctionne. Tu vois, par exemple, avec Valentin, je sais qu'il voulait lancer une autre offre. Bah, Valentin, je m'en fous qu'il fasse déjà, entre guillemets, 30 avant de commencer à mettre une team là-dessus. Ouais. Parce que je sais qu'il gère son marketing, il n'y a pas d'incohérence, il sait comment le marché marche. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'est OK à ce niveau-là. 100%. Mais bon, encore une fois, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Et du coup, boum, je rentre dans le biz et je fais cette analyse que je t'ai dit. À partir de là, je recrute un closer. Et ce closer-là, il faisait 170 € de commission. Sur le papier, rien pour le recruter en réalité. Ouais. Je dis, mais wesh. Mais sauf que moi, j'ai écouté, j'ai vu déjà comment il était impliqué. En plus, je t'en ai parlé hier. J'ai vu comment il était impliqué dans les groupes school et tout, etc. J'ai vu que il était dans des mauvais écosystèmes. Et moi, je l'ai pris en call. Et quand je l'ai pris en call, il m'a bluffé, il m'a closé sur le spot. J'ai dû rallonger l'appel pour pas qu'il me close. Parce que j'étais en mode, purée, il va me closer. Il va me la mettre. Sur l'épreuve du feu, tu vois. Sur l'épreuve du feu, il va me closer. Plus d'objections. Je lui ai dit, vas-y, c'est bon, je te recrute. Là, je le recrute. Je lui ai donné toutes les objections. Non, mais vous avez pas 100% de taux de réussite. Ah ouais, boum, 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 boum. Non, mais j'ai ma femme. Boum, 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 boum. J'ai dit, il est chaud. Vas-y, jump. Il a jumpé, bro. En l'espace de 1 mois et demi, il a ramené 50K dans le business quasiment tout seul. Potentiellement, il a ramené genre 40 ou 35. Et il y avait un autre closer qui était déjà sur place qui avait ramené un peu le reste. Et ça s'est passé comme ça. Et on est passé de 10 à 50K en l'espace de 1 mois et demi, tu vois. Et boum, j'avais structuré un bon deal, etc. avec cet infopreneur. Et de fil en aiguille, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça. Parfois, il y a... Tu vas pas chercher des top players parce que tu sais que tu es dans un écosystème où le top player, il va pas rester dans tous les cas. Et une fois que tu as recruté un B player, on va dire, ou un C player, mais qui a la dalle, qui a du temps et qui est motivé, il arrache tout. Et aujourd'hui, ce mec, tu le connais sur les réseaux. Son nom, il s'appelle Akram. Il s'appelle Akram. Il gère des sales teams avec moi. C'est-à-dire, il gère la sales team et moi, je suis plus en mode head-off. Et il est sales coach. C'est-à-dire, il accompagne des closers à monter leur taux de closing, etc. et à collecter plus de cash. Et aujourd'hui, il a même des élèves qui ont... Là, il a un élève qui est en train de faire 20K là, ce mois-ci. Excellent. Genre en closing sur des offres evergreen. C'est excellent. Pas de challenge, rien du tout. Une dinguerie. Et il a plus de 3 ou 4 témoignages de closer à 10K. Il a commencé son activité là il y a 5 mois, tu vois. C'est énorme. C'est une dinguerie, tu vois. Est-ce que tu saurais me dire si c'est sur des tunnels organiques ou ads? Parce qu'en fait, tu as énormément de personnes aussi qui voient pas la distinction entre les deux. Ouais. Donc, déjà pour expliquer rapidement, un tunnel organique, c'est quand le client a déjà consommé ton contenu, il sait déjà qui t'es grossièrement, et les ads, c'est du lead quasiment froid. Donc grossièrement, est-ce que pour toi c'est comparable, ton taux de closing en ads et en organique? Non, c'est pas comparable. Dans le sens où l'organique, forcément, il y a énormément de confiance. Donc il y a énormément de confiance. Les gens, ils ont déjà consommé le contenu depuis un moment. Moi, c'était principalement de l'organique. En tout cas, sur cet infopreneur dont je t'ai parlé. Et il y a énormément de confiance. Les gens, ils ont l'impression de passer du temps avec eux. Et un peu comme les influenceurs Snap, t'as l'impression de vivre avec eux. Ouais, mais grave. Snap, c'est encore plus deep. Comme Nasdaq, Nasdaq, c'était marre. Tu vois ce que je veux dire? 13 000 balles pour être sur sa story. Exactement. Il y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça, mais Snap, c'est ultra deep. Vas-y, c'est une autre discussion pour une autre vidéo. Une autre discussion pour une autre vidéo, mais t'as l'impression de vivre avec le mec. Et grossièrement, ils ont la confiance, ça fait un moment qu'ils te regardent, ou l'infopreneur, et forcément, ils arrivent dans une frame où la confiance, elle est déjà effacée, et comme tu le sais, c'est un des gros problèmes. Du coup, c'est plus simple. Maintenant, en ads, les gens, ils viennent de cliquer sur la publicité et ils viennent de te découvrir.
Et c'est là où tu sais si tu es un véritable closer ou non. Est-ce que tu arrives à dealer avec des objections de confiance, des objections de il n'a pas encore vu les témoignages, etc. Est-ce que tu arrives à le closer derrière? Donc ouais, c'est deux mondes totalement différents. Et ce que je dirais, si je devais apporter de la valeur à un infopreneur, construire un personal branding solide et targeted. C'est-à-dire, fais en sorte de vraiment servir ton ICP au maximum possible. Ça revient à ce que je disais au début, c'est et de l'impact. Sers un maximum les gens. Parce que quand tu sers les gens, ça te revient réellement. Et cette valeur-là que tu apportes, grossièrement, moi, il y a quelqu'un qui disait ça, c'est Myron Golden. C'est en fait, le montant que tu as sur ton compte, c'est le reflet de la valeur que tu apportes aux gens. Parce que typiquement, si aujourd'hui, on échange 10 € toute la journée comme ça, est-ce que toi et moi, on va devenir plus riches? Bah non. Parce que ça n'a pas de valeur. Bah oui. Mais si là, je te donne 10 € et que tu me donnes quelque chose en échange, c'est que je considère que mes 10 € valaient moins que ce que tu m'as donné. Totalement. Tu vois, donc tu m'as apporté de la valeur techniquement. Donc tout ce que tu vends ou tout ce que tout ce que tu vends, bah ça apporte de la valeur à quelqu'un. Et la valeur, c'est pas que financier, c'est épanouissement, c'est personnel, c'est OK, j'achète une voiture parce que je sais je vais pouvoir me déplacer, faire mes trucs, emmener ma famille, faire ceci, faire cela. Donc dès que je te vends quelque chose et que tu l'achètes, c'est que je t'ai apporté de la valeur techniquement. Donc le compte en banque, c'est le reflet de la valeur que tu apportes. Tu fais pas assez de cash, t'apportes pas assez de valeur. C'est tout. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Aïe, aïe, aïe. Ça prend la miniature. Non merde, j'ai oublié, je voulais rebondir sur ce que tu disais. T'en penses quoi des closers infopreneurs qui tremblent face à une objection? Bah, en fait, c'est qu'ils n'ont pas compris le concept même du closing. Aujourd'hui, la vente commence à partir du moment où il y a une objection. Techniquement, s'il n'y a pas ce truc-là, bah, t'es juste un peu un caissier. Très honnêtement, c'est souvent ce qui se passe avec des closers qui closent en organique, du coup. C'est pour ça que tu m'en parlais. Ouais, non, j'en parlais. Tu voulais me faire un piège. non, mais en fait, t'as énormément de personnes qui pensent être super bonnes en closing, mais souvent, c'est que l'infopreneur a fait un très bon travail avant. Et c'est pas la faute du closer ou quoi, hein, c'est pas... Mais encore une fois, l'objection, c'est le moment où la vente même, elle commence. Donc, tout ce qui est call, tout ce qui est porte-à-porte. En fait, tous ces types de ventes-là, ça parle de ce moment-là, à partir du moment où tu as un nom, qu'elle commence. Parce que tu rentres, quand tu vas chez quelqu'un, par exemple, je te prends l'exemple du porte-à-porte, tu vas chez quelqu'un, oui, j'en ai fait énormément, mec, j'en ai fait un an et demi. Insane. Quand tu vas chez quelqu'un, la discussion commence par non. Tu vois. Et souvent, le problème, c'est que les closers, ils tremblent parce qu'ils n'ont pas l'habitude et ils ont l'impression que c'est forcément un refus. Du refus, ouais. C'est ça, ils ont l'impression que c'est un refus. Alors que souvent, comme tu disais, c'est de la crainte, c'est de la peur. En fait, t'es dans une situation où aujourd'hui, en fait, tu poses à quelqu'un des questions qu'on lui a probablement jamais posées de toute sa vie. 100%. Tu vois. Et souvent, les closers, tu sais comment je leur dis un peu de péter justement cette partie croyance limitante. Parce que moi, mes closers, je leur dis, tu te poses en face du miroir, tu te poses exactement les mêmes questions que tu poses à ton prospect. Si aujourd'hui, t'es pas capable de me faire un retour honnête, transparent, à 2000%, t'as pas ton mot à dire, tu vois. C'est que t'es pas encore prêt, tu vois. C'est que tu peux pas bosser. Tu peux pas... Justement, tu parlais du fait aussi d'aimer apporter de la valeur, le fait de faire, entre guillemets, un peu le bien autour de soi. Aujourd'hui, si t'es pas 100% honnête avec toi, tu peux pas exiger que en fait les prospects le soient avec toi, tu vois. 100%, ouais. Donc c'est pour ça que tu seras toujours gêné face aux objections. Parce que toi-même, t'es plein de croyances limitantes. C'est-à-dire que peut-être que t'es gêné de lui parler d'objections financières parce que toi-même... Parce que t'as des croyances limitantes sur l'argent. Totalement. Peut-être que t'acceptes les paiements plusieurs fois juste parce que tu te dis « Ouais, c'est ok, dans ce cas-là, j'aurais peut-être fait la même chose. » Exactement. Tu vois, peut-être que t'as peur, peut-être que t'acceptes la peur, entre guillemets, de ton prospect, parce que toi-même, t'es pas vendu par ton offre. Tu vois, t'as plein d'objections comme ça qui en fait, se règlent juste, en vrai, au mental, tu vois. 100%. 100%. Pour moi, c'est un des points phares. C'est si t'es en capacité d'incarner ce que tu dis, tu seras en capacité de pouvoir transmettre cette énergie. Totalement. Tu vois, il y a un gars, il s'appelle Bradley sur Instagram, c'est un Américain. Il dit quoi? Il dit, le prospect, il arrive, il est ici dans la confusion. Il sait pas où il en est, il sait pas où il va, il a peur, il a eu des galères, des expériences passées qui se sont mal terminées, etc. Et si toi, t'es confus aussi comme lui, bah tu ne vas rien vendre. Mais tu dois être dans cette position d'expertise. Tu dois être dans une position d'expertise, de confiance, et tu veux lui transmettre cette énergie pour qu'il vienne au même niveau que toi et qu'il voit clairement son futur. Totalement. Et une fois qu'il a vu clairement son futur, là, tu es en mesure de pouvoir l'encaisser sur n'importe quel montant.
sais, en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que, tu sais, la dernière fois, on était en train de discuter, t'avais mon pote Aurélien qui était là, et tu parlais du fait que, bah, justement, t'avais eu zéro objection quand tu faisais toi-même tes appels de vente. Ouais. Et en fait, c'est parce que les gens ont pas compris que, avant même l'objection, t'as toute une préparation, tu vois. Ouais. Tu peux les prévoir, en fait, toutes ces 100%. objections. Tu C'est peux pour les ça que t'as pré-shot. énormément de personnes qui tremblent. En fait, ce qui fait que, bah, en fait, les gens, ils ont pas d'objection vis-à-vis de toi. Ouais. Parce que t'as déjà rempli toutes les croyances limitantes. Et tu m'amènes sur un terrain que j'aime. Mais bien sûr. Du Bah coup, ouais. vraiment, développe. C'est quoi un peu, toi, ta manière Ouais. de faire, justement, pour un peu pré-shot. Tu vois, les gens, ils trompent parce que le prospect dit qu'il a pas d'argent, parce Ouais. qu'il parle de sa femme. Tout ça, ça, on est censé le savoir, tu vois. Avant. T'es censé le savoir avant. Comment on est censé faire? Ouais. Bah, déjà, en fait, pour moi, 99%. J'abuse quand je dis 99, c'est vraiment une vanity claim. Désolé d'avoir fait ça. Par contre, quand la majorité des problèmes que tu rencontres à la fin du call, c'est un problème qui vient de la discovery. C'est que tu n'as pas assez creusé, tu n'étais pas assez deep dans la discovery. Et quand je dis deep, c'est qu'il y a vraiment des étages à creuser pour être en mesure de ressortir la vérité chez ton prospect. Et bah en fait, la première chose pour moi, une des choses à côté desquelles les gens passent, ou les closers passent, c'est surtout la rationalisation. Le langage non acheteur. C'est ouais, mais moi, en fait, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas acheté parce que bah, on sait jamais financièrement, c'est un peu compliqué. Bah, par rapport au business en ligne, on sait jamais ce qu'on va trouver derrière, etc. Donc là, si je le traduis, il est en train de te dire j'ai peur de me faire arnaquer. Totalement. L'argent est un problème pour moi. Totalement. Pourquoi t'en parles pas avec lui dès maintenant? C'est hyper intéressant. T'es allé sur un truc juste avant Ouais. que j'ai trouvé hyper deep. Et justement, moi, j'ai essayé de mettre un peu des mots là-dessus. Tu me parlais entre guillemets, des plusieurs étages quand tu creuses une question. Ouais. En gros, moi, j'appelle ça un peu l'analogie de l'iceberg. Ok. Donc, grossièrement, en fait, pour que les gens un peu comprennent, pour moi, quand tu poses des questions, quand tu es dans une phase de découverte, tu as 3 niveaux d'émotion. Ouais. En marketing, les gens, ils disent qu'il y a 5 niveaux de conscience. Pour moi, en vente, je veux dire qu'on a 3 niveaux d'émotion. Donc, tu vas avoir la surface. Si je devais te donner un exemple pourri, c'est... Ce que tu peux dire à tout le monde. Ouais, non, c'est j'en ai marre de mon taf, tu vois. Ouais. Deuxième étage, on va dire que c'est la partie submergée. Ouais. Donc ça va être j'en ai marre de mon taf parce que j'ai de moins en moins de temps pour moi, je suis fatigué. Ensuite, le noyau émotionnel, donc la partie vraiment de l'iceberg, qui est entièrement submergée, donc le noyau, ça va être j'en ai marre de mon taf, je suis fatigué, j'ai moins de temps pour ma famille, j'ai peur que ma femme me quitte, j'ai peur parce que je me laisse aller et j'ai de moins en moins de temps pour moi, je peux pas aller en vacances, je peux pas... Ça, c'est le noyau émotionnel. Et c'est justement des choses que tu ne dis à personne. Totalement. Parfois même pas à ta femme. Même Exactement. pas à toi-même. C'est ça, souvent en fait tu te le dis même pas à toi-même. Du coup en fait, pour vraiment creuser une douleur, aujourd'hui pour moi il faut toucher le noyau émotionnel à chaque fois. 100%. Mais je vais dire quelque chose qui est contraire après, c'est que ce n'est pas nécessaire tout le temps. 100%. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de closers, je pense que toi aussi tu as dû en voir des tonnes, qui créaient eux-mêmes des objections. Tu vois. Souvent, il y a des objections qu'on peut pré-shot, et il y en a même que tu peux créer juste en allant trop loin. Alors que le prospect, parfois le prospect, il a juste le bon mindset. Il est déjà vendu. Il a déjà le bon mindset, il est déjà vendu, il a envie de démarrer. Il sait déjà. Et avec les questions que tu vas lui poser, parce que toi, t'es pas à l'aise avec le fait que... Et c'est toujours une question de croyance limitante et de maîtrise interne. C'est parce que toi, t'es pas à l'aise avec le fait que les gens ont le bon mindset et sont prêts à investir que tu vas commencer à creuser. Du coup, t'es surpris. Tu vois, j'ai un closer qui m'avait posé une question. On fait comment avec les prospects qui disent toujours oui jusqu'à la fin? Tu le fais payer. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui demandes la carte. Tu crées des objections parce que tu dis mais c'est bizarre, il y a un loup. Il y a un loup quelque part. Normalement, les gens, ils rationalisent, etc. Mais c'est vrai que parfois, avec ces prospects-là, en gros, tu vas avoir du oui, et à la fin, ça peut rationaliser. Mais en fait, c'est à toi de jauger avec qui tu parles, concrètement, tu vois. Totalement. Et tu vois, les gens, justement, la plupart des closers, je trouve, ou même des gens qui vendent en général, ont un gros manque d'intelligence émotionnelle. Donc, tu vois, on parlait des soft skills. Bah, 3/4 des gens ont un problème. En fait, ils n'ont pas énormément d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas, en fait, ils n'arrivent pas à lire le prospect. Moi, aujourd'hui, ce que j'utilise, qui est le plus, entre guillemets, un peu répandu, c'est les profils disques. Moi, aujourd'hui, juste avec une bonne analyse en amont de ton prospect, c'est pour ça aussi que ça sert la pré-qualif, ça sert les messages en setting. En fait, les closers pensent que c'est de la perte de temps, mais tout ça, c'est de l'analyse 100%. en amont que tu devrais faire déjà avec ton prospect, tu vois. 100%. Et ça te permet de savoir comment tu vas te comporter.
Et du coup, par rapport à ça, tu vois, sur l'aspect langage non acheteur dont je te parlais avant, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment là où tu peux retrouver les patterns. Parce que si, dans son langage, il est en train de te dire « j'ai peur », je vais pas me faire accompagner par rapport à ci, j'ai pas investi par rapport à ça, etc. Ben c'est ça qui l'a empêché jusqu'aujourd'hui d'atteindre ses objectifs. Totalement. Donc son objection, c'est la raison pour laquelle il n'est pas là où il veut être, et il faut lui faire réaliser, et c'est là où tu creuses dans la douleur, et que tu lui fais savoir que, ok, quand tu me dis que t'as pas d'argent, bah, en réalité, est-ce que tu as prévu une promotion, une prime, quelque chose qui va changer tant ta vie dans les 6 prochains mois, ou est-ce que ça va rester pareil? Ouais, ça veut dire qu'il y a 2 types de manières de voir la chose. Totalement. Soit tu peux te dire, bah, j'ai pas l'argent, du coup, je le fais pas. Soit tu peux te dire, j'ai pas l'argent parce que je l'ai jamais fait. Et du coup, je dois le faire pour avoir l'argent maintenant. Tu parlais justement de ce côté mindset. Justement, tu as des prospects qui ont le bon, d'autres qui l'ont pas. Et c'est à toi, justement, de faire une bonne analyse en tant que closer pour savoir à quel moment tu dois vraiment intervenir sur ces phases-là, tu vois. En fait, c'est que les gens sont trop... je trouve qu'ils ont trop mis le closing dans une case. Pour eux, l'appel doit forcément se passer comme il y a marqué dans un script. C'est-à-dire, sinon, ils sont un peu paniqués. S'il n'y a pas d'objection, ils sont paniqués. S'il y en a, ils sont paniqués aussi. Bon, je pense qu'on va arrêter de taper sur nos amis les closers. On les aime beaucoup, On les aime beaucoup. N'hésitez pas à venir si vous avez des questions ou quoi. Je vous tape dessus. Et dans tous les cas, je pense que c'est un écosystème. Il y a besoin de chacun pour pouvoir avancer. Parce que si demain il n'y a plus de closer, on est mort. Totalement. Petit truc, on a oublié d'en parler, mais du coup, potentiellement, avec Anthony, on va commencer à faire de temps en temps des classrooms. On va voir encore quand est-ce qu'on veut les placer, on communiquera dessus. Mais des lives où on va vraiment pouvoir coacher des sales, même des solopreneurs qui veulent qu'on appuie leur offre, qu'on regarde un petit peu comment on peut les aider potentiellement. Vraiment, ce sera full valeur gratuite. On va créer un vrai écosystème où on va pouvoir discuter ensemble, on va vraiment s'apporter de la valeur. 100%. Donc je vous invite vraiment à suivre un peu l'aventure. Ouais, suivez l'aventure parce que ça va être deep. On va même potentiellement délivrer certaines valeurs gratuites sous format, je sais pas, formation ou autre, pour vraiment apporter de la valeur sur différentes thématiques. Et en fait, ouvrir le monde de la sales et cacher les... Enfin, comment dire ça, démystifier les secrets cachés. Totalement. C'est ouais, mais paye 5K pour savoir ça, alors qu'en réalité, prends les informations, on fait du cash, et dans tous les cas, il y aura toujours un moyen de top sell. Exactement. T'inquiète. J'aurai un moyen de top sell. J'aurai toujours un moyen de top sell. On va trouver un truc. Donc deviens un bon en minimum. Comme ça, tu viens pas en plusieurs fois, mais tu me payes en pif. Voilà, venez prendre la valeur gratuite. Viens prendre la valeur gratuite, enseigne-toi, collecte du cash. Bien sûr. Et paye-nous en pif. S'il te plaît. On n'aime pas les paiements plusieurs fois. Merci. C'est bizarre. Big Man, je pense qu'on a bien avancé sur ce sujet. C'était cool. Merci en tout cas pour ce podcast, bro. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour clôturer? Écoute, merci à toi aussi pour l'invitation. Énorme. Enfin, une invitation, au final, on parlait tous les deux. Moi, j'adore, tu vois. Je trouve ça super naturel. Donc, déjà, merci pour le podcast. Et si vous voulez me retrouver, c'est Loki avec un 2i CRS parce que j'avais pas le droit un seul i sur Insta. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Insta, YouTube. De toute façon, vous serez amené à me voir avec Anthony très souvent. Donc écoutez, let's go la team. Let's go la team. Moi de mon côté, same thing. Vous avez tous les réseaux en dessous. Je remettrai les réseaux de Loki aussi parce que ce sera sur ma page. À la suite de ça, vous aurez toutes les informations, même si vous êtes solopreneur et que vous voulez démarrer avec lui pour scaler votre activité à plus de 30, 40, 50K par mois. Et de l'autre côté, si vous êtes un infopreneur qui est déjà à ces stades-là et qui veut aller plus loin, vous pouvez candidater. En bas, il y aura certainement quelque chose. Et aussi, si tu es un closer et que tu ressens que tu es limité, tu es plafonné, ou peut-être que tu es juste ambitieux et que tu veux aller plus loin, juste en bas de la vidéo, il y a un lien. Tu peux réserver un rendez-vous avec moi et on va discuter de ta situation, voir comment concrètement on peut aller chercher les 5, 10, 15 000 euros par mois recurring en tant qu'head of sales et t'apporter plus d'impact finalement. Les gars, ciao! Let's go.